La réforme foncière en marche, nous revoici sur ces plateaux parce que nous avons décidé d'aller à la recherche de l'information foncière. Nous sommes là et nous avons décidé de recevoir un troisième invité pour ce nouveau numéro. Il s'agit là de M. Mohamed Koulibaly. Bonjour M. Mohamed. Bonjour. Vous vous sentez bien? Très bien, Super. merci de m'avoir. Voilà, donc nous allons discuter avec vous, M. Mohamed Koulibaly, du troisième jalon de la réforme foncière en République du Congo. Mais je voudrais d'abord, avant tout, que vous puissiez me dire comment je peux vous présenter. Merci beaucoup. Je suis Mohamed Koulibaly. Je travaille pour ONU Habitat et je suis le chargé du programme d'appui à la réforme foncière. Dans le cadre de ce programme, nous travaillons avec la CONAREF pour l'accélération du processus de la réforme foncière en RDC, qui a été lancé depuis 2012, mais le programme en question a démarré en 2017. Super. Merci. Alors, je voudrais savoir quand même, lorsqu'on parle du foncier, quelle est la première idée qui passe par-dessus la tête? Alors, pour moi, le foncier, c'est un bien de production, un bien aussi qui permet aux populations de se loger et aussi aux populations, ça permet un cadre de vie. Donc, on parle d'aménagement du cadre de vie aussi en lien avec le foncier. Super. Merci. Vous avez accompagné la CONAREF dans la mise en place ou dans l'atteinte du troisième jalon. En quoi consistaient ces jalons? Alors, le jalon lui-même est intitulé « Appui aux communautés », renforcement du cadastre, mais aussi capitalisation des expériences de sécurisation et d'harmonisation des droits fonciers. Alors, il s'agit de développer des expériences de sécurisation des droits fonciers au niveau local, au bénéfice des communautés locales en RDC. Alors, le travail consiste à mener des expériences pilotes au niveau de 3 provinces que nous avons identifiées dans le cadre du programme, parce que le tout s'insère dans le cadre du processus de la réforme, comme on l'a dit, mais il s'agit de tester des modèles de sécurisation pour qu'à la fin, si ça s'avère concluant, on puisse maintenant dupliquer et les intégrer dans le document de politique foncière et éventuellement aussi les légaliser dans la loi. Alors, quelles sont les provinces qui ont été choisies pour essayer d'abord ces modèles de sécurisation? Alors, nous avons 3 provinces. La première province, c'est l'Ituri, et le territoire, c'est Mambasa, où on mène l'expérience dans cette province. Il y a la province de Maïndombe, à Inongo, et la province de Kwilu, où aussi on va mener cette expérience. Ah, d'accord. Mais en quoi consiste justement cette expérience? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, l'expérience, c'est de tester un modèle de sécurisation, comme je l'ai dit. Et le modèle lui-même, nous l'avons intitulé « Registre foncier communautaire ». Nous partons d'un constat. Le constat, c'est, comme a dit certainement le chargé du jalon 2, l'écart que nous voyons entre les pratiques au niveau local et le contenu de nos textes en vigueur. Ces textes qui régissent le foncier et qui sont censés sécuriser les droits de toutes les personnes et en particulier les communautés locales. Donc il y a des difficultés par rapport à la sécurisation des droits de ces communautés. Il y a un texte qui était prévu qui n'a pas été adopté et jusque-là il y a des problèmes à ce niveau. Alors nous sommes partis des expériences que individuellement des organisations ont pu mettre en place pour parer à cette situation de vide juridique qui existe sur les droits des communautés. Et chacun, de son côté, a développé une expérience. Nous, on a d'abord capitalisé, documenté ces expériences, en faire une sorte de synthèse pour essayer de mettre tout ensemble dans un modèle unique que nous avons appelé le registre foncier communautaire, qui passe par plusieurs étapes pour arriver à la sécurisation de ces communautés-là, mais dans le cadre de ces provinces pilotes dans un premier temps, et comme je l'ai dit, pour après passer à l'échelle, après validation et
capitalisation dans les documents de politique foncière et éventuellement dans la loi. Et quelles sont les leçons que vous avez tirées déjà à mi-parcours dans l'exécution de cette expérience? Alors, les leçons, c'est d'abord à deux niveaux. Comme je l'ai dit, on a documenté des expériences qui avaient déjà été testées par d'autres acteurs en RDC, y compris nous-mêmes au NU-Habitat, mais des ONG, soit internationales ou des ONG locales ici. La synthèse nous a permis de tirer pas mal de leçons par rapport aux modèles qu'eux ont testés. Ce n'étaient pas des modèles, disons, complets, parce que les uns faisaient une chose qui trouvait son complément chez les autres. Donc la synthèse nous a permis de mettre tout ça ensemble. Comme par exemple, il y en a qui faisaient de la cartographie participative, d'autres faisaient de la planification foncière participative et d'autres visaient à documenter les droits fonciers dans ce qu'ils ont appelé des certificats fonciers coutumiers. Donc nous avons mis tout ça ensemble et nous avons essayé de prévoir des étapes par lesquelles il faut passer pour arriver à la mise en place complète de l'expérience. Et donc aujourd'hui, la principale leçon que nous tirons, parce qu'on a mené aussi des études préliminaires pour faire un état des lieux de la situation foncière dans ces différentes provinces. L'hypothèse de départ pour nous, c'était de voir si la mise en place d'un système d'information foncière, on va y arriver, on pourrait expliquer ce que c'est, pourrait être une réponse aux problèmes fonciers que nous observons au niveau de ces communautés. Alors, l'hypothèse, dans un premier temps, pour nous, se confirme, mais progressivement, il faut qu'on teste l'expérience pour tirer davantage les leçons et ajuster s'il le faut. Donc, dans le cadre de l'étude, nous avons vu que en passant par les différentes étapes que je vais aussi citer, la documentation des droits, la constatation des droits, la cartographie participative, donc essayer d'identifier où les gens sont situés, qui occupe quelle parcelle, identifier les ayants droit, documenter tout cela et arriver à institutionnaliser le registre foncier communautaire en lien avec le cadastre qui existe déjà et qui est géré par les circonscriptions foncières pour que ensemble on puisse en faire un système d'information foncière complète. À côté, il y a aussi l'appui à l'administration elle-même parce que tout cela n'est pas fait en isolation avec ce que l'administration fait. Mais le constat, c'est que tout simplement, avant, l'administration se contentait de documenter, de sécuriser les droits qui portent sur les terres cadastrées, les terres enregistrées dans le cadastre. Et donc, les terres des communautés étaient laissées pour compte. Maintenant, ce que nous proposons, c'est d'intégrer aussi les terres des communautés à travers ce mécanisme de registre foncier communautaire, la documentation, la cartographie et jusqu'à la délivrance de certificats fonciers, soit coutumiers ou communautaires à ces communautés-là. Et au bout du compte, si l'expérience s'avère vraiment concluante, on peut passer à l'échelle. Et dans cette expérience, vous avez dit que vous avez pensé justement mettre en place un système d'information. Comment ce système a-t-il fonctionné? Alors, un système d'information, c'est un mécanisme de collecte de données qui sont sauvegardées à un niveau en vue de la prise de décision, de renseigner aussi sur l'état des lieux en matière de gestion foncière. Et donc, au niveau de la RDC aujourd'hui, le seul système d'information foncière existant, c'était le cadastre. C'est le cadastre qui documente les terres, c'est le cadastre qui enregistre les certificats, c'est le cadastre qui dit à qui appartient quelle terre et où c'est situé. Exact. Maintenant, on a voulu compléter cela parce que, comme je l'ai dit, les terres des communautés n'étaient pas documentées. Donc, à travers le système que nous mettons en place, on documente les terres des communautés, on les délimite, on met fin
on gère les conflits, on résout les conflits s'il y en a, parce que souvent il y a des terres qui sont disputées entre voisins, entre villages. Ça nous permet d'évacuer aussi, de gérer ces conflits. Et à ce niveau-là, quels sont les services qui interviennent? C'est seulement les services de cadastre ou bien il y en a d'autres? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que dans le cadre de l'expérience, on met en place aussi un comité foncier local qui est chargé de prendre en charge tout le processus. Et dans le comité, il se retrouve l'administration foncière, les communautés elles-mêmes, les chefs coutumiers, plus les autres parties prenantes. Et il se peut aussi qu'il y ait des ONG qui accompagnent les communautés dans la gestion foncière, mais aussi dans la gestion des autres ressources naturelles. Et donc, tout ce monde-là se retrouve au sein du comité foncier pour travailler ensemble, définir des règles dans le cadre d'une charte foncière pour gérer les terres au profit de ces mêmes communautés. Et donc l'administration est concernée, puisque à un certain niveau, c'est l'administration qui va intégrer toutes ces données pour ne faire qu'un seul système d'information foncière composé et des données au niveau du cadastre, mais aussi des données collectées au niveau des communautés elles-mêmes. Super. Et à ce niveau-là, je pensais que les communautés trouvent leur compte réellement avec ces nouveaux systèmes, hein? Oui, on peut dire que les communautés trouvent leur compte. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes partis des expériences qui ont été déjà réalisées avant qu'on initie cela. Oui. Donc il y en a qui faisaient tant bien que mal ce que nous sommes en train de faire, mais pas aussi de façon holistique comme on est en train de le faire. Et déjà avec l'expérience qui a démarré par exemple à Mambasa, on a pu mettre en place un comité foncier local qui est connecté déjà au comité de développement local qui existait, qui était sur place. Donc on part aussi de l'existant. Les communautés ont déjà identifié eux-mêmes les personnes qui doivent faire partie de ce comité foncier local et qui travaillent maintenant sur la suite du processus. Parce que dans les différentes étapes, après la mise en place du comité, il y a l'élaboration et l'adoption de la charte foncière. Les communautés elles-mêmes définissent les règles. Ceux qui les accompagnent, et l'administration, les ONG, les autres acteurs, les aident à mettre tout ça dans un papier. Et après, on passe à l'étape de cartographie avec des cartographes locaux qui sont formés. J'ai oublié de mentionner les partenaires locaux qui nous accompagnent aussi dans ce processus parce que nous avons recruté pour le moment 2 partenaires locaux, un qui s'occupe de Mambasa, ça c'est ICBC, l'Université chrétienne bilingue du Congo, et un autre qui s'occupe de Maïndombe, le CAGDFT, qui est plus dans la foresterie, mais qui ajoute aussi le foncier dans son travail à travers ce processus. Et donc ça nous permet déjà d'avancer sur le terrain avec cette expérience. Et après la mise en place du comité, on est à la phase de l'élaboration de la charte foncière qui va être suivie par la cartographie participative qui va aussi composer 2 niveaux. Le niveau du terroir, la délimitation du terroir, mais à l'intérieur aussi du terroir, le parcellaire villageois. Comment, sur quelle terre les familles sont situées, quelles sont les limites. Ce sont les communautés elles-mêmes qui vont identifier ces limites-là. Et après, on passe à la phase de documentation, de constatation des droits pour arriver à la certification sociale de ces droits, sur la base maintenant de laquelle l'administration va intervenir pour délivrer des certificats et enregistrer ces droits. Ça c'est une innovation parce qu'au village, il n'y avait pas de certification dans le temps. Si aujourd'hui, on arrive à certifier les parcelles au village, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Mais par contre, je voudrais savoir, dans le village où il y a des communautés autochtones pygmées, par exemple, qui cohabitent avec les Bantous, dans les comités, vous tenez compte également aussi de tous ces aspects? Exact. Ça, c'est une très bonne question. Le choix d'abord des sites a été fait en tenant compte de cela. Parce qu'on voulait aussi prendre des sites où on trouve cette cohabitation entre Bantous et peuples autochtones pour aussi sécuriser les droits des peuples autochtones. Peut-être que dans l'expression communauté locale par extension,
j'ai inclus les peuples autochtones au début, mais on adresse aussi cette question. Et au niveau de Mambasa, dans le comité foncier local, les communautés, les peuples autochtones sont représentés. Et un des villages pilotes qu'on a aussi choisi, et à ce niveau, on retrouve aussi des peuples autochtones. Personnellement, j'ai eu à aussi visiter le site où ils sont situés, au niveau de la forêt, et ils ont participé à certaines de nos réunions de sensibilisation déjà, et progressivement, ils participent aux discussions. Parce que le but, le programme est situé dans le cadre de la RED+. Donc le but est aussi de favoriser la sauvegarde des forêts, donc encourager les pratiques qui contribuent à la protection forestière. Et on sait que les communautés, les peuples autochtones ont un mode de vie qui est très compatible avec la préservation des forêts. Et donc nous essayons aussi de sécuriser leur cadre de vie, leur espace de déploiement. Et avec le système qu'on a mis en place, on essaie de prendre cela aussi en compte. Pensez-vous qu'avec cette manière d'agir, on peut arriver à limiter les conflits récurrents qui existaient entre les Bantous et les Pygmées? Oui, et c'est un des éléments aussi dans les étapes que j'ai eu à décrire, parce que en donnant la parole aux communautés elles-mêmes, aux peuples autochtones et à ces communautés locales, c'est de leur offrir un cadre de dialogue, un cadre qui leur permet de s'asseoir, discuter et trouver des moyens et des mécanismes adaptés à leur contexte qui leur facilitent la gestion foncière, mais aussi la gestion des ressources naturelles. Et donc cela va contribuer à réduire drastiquement les conflits. Au sein du comité foncier local, par exemple, il y aura des sous-commissions qui vont être spécialisées à des tâches spécifiques, et donc la gestion et la résolution des conflits, l'utilisation des mécanismes alternatifs de gestion des conflits fait aussi partie de ce processus, et nous mettons un accent particulier sur cela. Très bien. Alors déjà, cette expérience de terrain que vous avez eu à accumuler, comment comptez-vous la dupliquer dans d'autres provinces si jamais il vous était demandé de les faire dans d'autres provinces, dans d'autres contrées? Oui, c'est ça l'idée aussi. Donc partir d'abord des expériences, disons, plus réduites, tester la méthodologie, l'approche pour qu'à un certain niveau, en tirant les leçons, on puisse passer à l'échelle. On a déjà prévu ça dans une phase additionnelle du programme pour pouvoir passer à d'autres provinces, à d'autres sites pour continuer cette expérience et offrir la chance aussi à d'autres communautés de pouvoir voir leur terre sécurisée. Donc c'est prévu et le modèle est déjà, disons, assez probant pour pouvoir nous permettre de le dupliquer ailleurs. Pour le moment, on essaie de mettre l'accent sur les 3 sites dans lesquels nous sommes en train d'intervenir pour amener, ne serait-ce qu'au bout, les 3 expériences et tirer d'abord les conclusions nécessaires avant d'essayer de passer à l'échelle. Et vous avez déjà une idée sur les contrées que vous pourrez prendre en premier lorsque ces expériences seront concluantes déjà dans l'Ituri et partout ailleurs où vous êtes passé? Alors pour le moment, on n'a pas identifié de façon formelle comme vous dites, les contrées ou les provinces dans lesquelles on va intervenir. Mais comme je l'ai dit, le programme se situe dans le cadre du processus RED+, et ce processus couvre le territoire national. Donc il n'y a pas de raison qu'on exclue une province au profit d'une autre. Donc le choix qu'on aura à faire peut-être sera défini selon des critères qu'on aura identifiés. Mais l'idée, c'est de permettre, même si ce n'est pas nous-mêmes, parce qu'on va développer des guides méthodologiques sur toute cette approche que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et l'idée des guides méthodologiques, c'est de permettre la duplication par d'autres de ces expériences-là. Donc en mettant en place ces guides méthodologiques, nous donnons la matière, la méthodologie et l'approche à d'autres structures, à d'autres organisations pour pouvoir continuer la même expérience
en utilisant la même approche et sécuriser les droits des communautés et aussi des peuples autochtones dans le cadre du même processus, le processus de la réforme foncière en RDC, qui est cadré déjà par un document de programmation. On est déjà dans un draft de la politique foncière qui va bientôt être adopté et après il y aura la loi. Donc tous ces outils juridiques, politiques vont nous permettre de cadrer les interventions et donc il n'y aura pas de, comment on va dire, il y aura une harmonie dans les différentes interventions et tout le monde fera la même chose, quel que soit l'endroit où on intervient. Super. Je présume qu'en définissant ces troisième jalons, vous aviez défini également aussi les indicateurs. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ces indicateurs ont été atteints et que c'est performant? Ok, merci. Ça aussi, c'est une très bonne question. Alors, le programme au niveau de ce jalon est assez performant parce qu'on avance assez bien dans la mise en œuvre et aussi dans le test du modèle qu'on a identifié. Mais il faut avouer quand même qu'on avait été un peu ambitieux par rapport à l'horizon temporel. Par exemple, on s'était donné un délai en disant que fin 2019, on aurait pu boucler l'expérience, tirer les leçons, mais on s'est rendu compte que ça tire en longueur, ça demande beaucoup de temps parce que c'est un processus itératif. Il y a aussi des aléas que nous ne maîtrisons pas, qui ont influé sur la conduite du processus et qui ont fait en sorte qu'on soit un peu en retard. Il y a eu aussi la COVID-19, donc, qui a aussi impacté la mise en œuvre du programme. Donc globalement, je dirais que nous sommes conscients des difficultés qu'on pourrait rencontrer. Nous en avons déjà rencontré, mais on a toujours eu les mécanismes possibles pour pouvoir contourner, surmonter ces difficultés et avancer. Mais ce qui compte, c'est vraiment la qualité du processus. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un processus itératif, c'est un processus participatif. Il faut amener tout le monde autour de ces expériences-là, impliquer tout le monde, et cela demande beaucoup de patience parce qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de consultations à faire. Est-ce facile d'impliquer tout le monde? Parce que j'imagine que... Oui, c'est pas facile. Le processus de la réforme, le processus global même, on a vu que c'est un processus très inclusif, même si c'est, comme vous l'avez dit, c'est très difficile d'impliquer tout le monde parce que souvent les moyens ne sont pas là, souvent les gens sont à des endroits différents, mais on fait le mieux qu'on peut et on a été assez content de voir que notre approche est appréciée par le public, que ce soit au niveau du jalon 2 dans le cadre de l'élaboration de la politique foncière, mais aussi du jalon 3 au niveau des communautés, parce qu'on a eu à tenir pas mal de réunions de sensibilisation, de consultation, même auprès des autorités provinciales au niveau des différentes provinces où nous intervenons. Et le feedback que nous recevons, c'est qu'ils adhèrent à l'expérience, ils adhèrent au modèle que nous proposons, ils sont impatients, il faut le dire, ils ont vraiment envie de voir les résultats finaux de ces expériences. Mais progressivement, ils s'impliquent aussi davantage et ils font même des contributions. Et c'est le cas aussi de l'administration foncière, les circonscriptions dans lesquelles nous intervenons. Je donne souvent l'exemple de la circo de Mambasa, où on a beaucoup travaillé avec le CDC, le CTI, et aussi le secrétariat général ici à Kinshasa. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on doit aussi appuyer l'administration, parce qu'on parle de système d'information foncière, cela passe forcément par la numérisation. Donc on doit équiper l'administration foncière, on doit construire des bâtiments au niveau de la circonscription foncière dans le territoire où nous intervenons au niveau provincial, et équiper ces bâtiments-là. Et donc nous travaillons... Mais déjà avec un pays qui a un déficit énergétique,
Pensez-vous que ça va être facile avec ces systèmes d'information? Oui, on a pensé aussi à ça parce qu'il faut un mécanisme alternatif qui soit permanemment disponible en termes de production d'énergie. Et c'est au solaire qu'on a pensé. Donc on va aussi équiper les bâtiments qu'on va construire de panneaux solaires pour pouvoir alimenter de façon permanente ces équipements qui vont permettre à l'administration d'être encore plus performante, mais aussi avec le registre foncier communautaire qui va s'intégrer maintenant dans leur démarche de couvrir tous les usagers fonciers, y compris les communautés locales et les peuples autochtones. Mais l'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est d'arriver à avoir, par exemple, un serveur central qui contient tous les registres à travers la République démocratique du Congo, ou bien c'est juste de manière décentralisée que chaque province ait son registre élaboré à sa manière? Alors, dans un premier temps, on est en train d'aller par province, mais avec les outils informatiques, vous savez que tout est possible. Donc, même la centralisation ou la mise en commun, parce que centraliser et mettre en commun, ça pourrait être différent, mais au niveau central, ça doit être possible de mettre en commun toutes les données en provenance de toutes les provinces. Mais pour le moment, nous allons province par province, en commençant par d'abord des bureaux modèles, en mettant en place des bureaux modèles qui vont être des expériences que les autres vont essayer. Quand vous dites les bureaux modèles, c'est-à-dire les mêmes modèles qu'on va trouver en Ituri, c'est les mêmes qu'on va retrouver dans les Congo central, c'est ça? Exactement. Donc, comme on a 3 provinces pour le moment, la même chose qu'on fait en Ituri, on fait la même chose à Mombasa et la même chose au Kwilu. Et donc, c'est à partir de ces modèles-là qu'on essaie de passer à l'échelle. Et donc, ça nous permet d'aller de, de mettre en place un processus ascendant, partir du bas vers le sommet. Ce qui permet au gouvernement de mettre tout en commun le jour où il voudra. Mais ça demande beaucoup de patience, comme je l'ai dit, parce que c'est un travail de longue haleine. Super. Comment entrevoyez-vous l'avenir de cette réforme? Avec tout ce que vous avez déjà tiré comme leçon, est-ce que l'avenir est-il vraiment radieux? Alors, l'avenir, on doit être optimiste, l'avenir est radieux. Vous avez déjà parlé d'innovation. Ce que nous sommes en train vraiment de faire dans le cadre de ce jalon 3 est une innovation. Une innovation qui est partie des pratiques locales initiées par les acteurs eux-mêmes, parce que comme je l'ai dit, ce que la loi n'avait pas pu faire, ces acteurs eux-mêmes ont trouvé des solutions parallèles à la loi. Et donc, on a essayé de capitaliser tout ça pour proposer ça en termes d'innovation, de sécurisation des droits des communautés. Mais aussi, on voit qu'on est dans un processus assez complet, assez intégré. Pendant qu'on est en train de travailler sur la politique, on travaille sur la loi. En même temps, on travaille au niveau local sur des modèles de sécurisation. Ce qui fait que on est en train d'aller vers, comme je l'ai dit, un processus bien intégré qui doit forcément déboucher sur quelque chose de positif pour la République démocratique du Congo. Super. Dans beaucoup de pays, on est allé un peu soit par étapes ou sans prendre tous ces aspects en question, en compte. Il y en a qui ont fait des politiques et après sont passés à la loi. Et pendant qu'ils ont mis en place la loi, il fallait chercher à mettre en place des outils pour sécuriser. Mais ici, en RDC, on est en train d'aller de façon holistique, de faire le tout en même temps. Et je crois que c'est la bonne approche. C'est vraiment une bonne expérience, apparemment. Exactement, c'est ce que je pense. Sauf que c'est souvent le temps qui nous fait défaut. Et comme je l'ai dit, il faut être patient. Il y a aussi la question comme Augustin Pouy, je pense que vous avez besoin encore de 2, 3, 4 mois pour que les choses puissent aller... Oui, exactement. Oui. Pour le jalon 3, on était déjà conscient qu'on a besoin de plus de temps parce qu'on a fait l'évaluation
interne ici. On s'est dit qu'on a été trop ambitieux pour dire qu'on allait boucler ces expériences fin 2019. On sait qu'on a encore besoin d'un peu de temps et on va y aller. Je parlais aussi de la question des moyens parce que vous m'avez demandé par rapport à l'avenir. Donc il y a aussi la réforme, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent surtout. Et la RDC a un document bien ficelé, le document de programmation qui a même chiffré l'exécution ou la mise en œuvre de cette réforme. Donc c'est aussi le lieu de lancer un appel aux partenaires de nous accompagner. Nous essayons aussi de mettre en place un cadre de coordination des bailleurs de fonds ou des partenaires techniques et financiers qui vont travailler avec nous pour accompagner ce pays qui fait un travail formidable dans le cadre de cette réforme et qui a besoin vraiment d'être accompagné. Super, Monsieur Mohamed, je voudrais en 4 mots que vous puissiez me faire un petit résumé du jalon 3. Si aujourd'hui je sors de ces bureaux, qu'est-ce que je dois retenir de ces jalons numéro 3? Alors, des communautés locales et des peuples autochtones sécurisés sur leurs terres, le cadastre renforcé en RDC et numérisé, l'administration foncière améliorée au service du peuple congolais. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux et je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on va parler de ces questions. De temps à autre, je reviendrai toujours vers vous pour essayer de comprendre davantage qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui sera fait. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition et je vous promets de vous revenir avec un nouvel invité la semaine prochaine. Cette fois-là, nous allons aborder d'autres aspects de cette réforme. D'ici là, portez-vous bien et à plus.